Donc, dans le cadre de cette communication, je me pencherai sur l'œuvre de deux artistes qui ont su investir les sphères du métal et de l'industriel, soit Hotep Chayama et Emily Houghton, que vous voyez en haut. Il s'agira d'étudier comment ces deux femmes ont su s'imposer dans ce milieu dominé par les hommes en empruntant divers procédés au genre littéraire de l'autofiction, genre de l'intime. Donc, contrairement à leurs homologues masculins, Hotep et Houghton travaillent beaucoup la fictionnalisation du soi. Cependant, loin de faire de leur musique quelque chose de très personnel ou d'individuel, l'autofiction semble servir une dénonciation ainsi qu'un bouleversement de l'ordre social. En somme, il s'agira de démontrer comment, par l'utilisation de procédés narratifs autofictionnels qui servent à se mettre en scène en tant qu'individu, les deux artistes arrivent à former une communauté imaginaire orientée par le combat et la résistance. Donc, l'autofiction est un genre littéraire hybride, relativement récent qui travaille la mise en récit du soi et qui brouille la frontière entre l'autobiographie et le roman. Serge Dubrovsky, le premier à employer le terme d'autofiction en 1977, le définit comme une fiction d'événements et de faits strictement réels. D'autres affirment toutefois que le seul ancrage réel de l'autofiction serait en fait l'auteur qui utilise le texte pour s'inventer une vie. Que les récits soient inspirés ou non de souvenirs réels, une part importante de fiction intervient lorsqu'il est question de les écrire, et la narration devient, par conséquent, une médiation de la réalité qui la tient en distance en même temps qu'elle joue à la reproduire. L'autofiction n'est pas définie par des procédés textuels particuliers, mais par le fait qu'elle évolue sur le seuil entre la réalité et la fiction. Ainsi, l'auteur mis en abîme dans son propre texte devient une entité complexe qu'on nomme auteur-narrateur-personnage. Les deux artistes dont je vais vous parler aujourd'hui travaillent justement à s'établir dans leur propre discours en tant qu'auteur, narratrice, personnage. Donc, Emily Houghton, celle avec toutes les plumes, est une violoniste, auteure, compositrice, interprète qui a produit 3 albums studio ainsi que 2 albums instrumentaux. Sa musique est classée quelque part aux frontières de l'industriel et de la musique classique, même si elle tend plus dans les dernières années vers le dark cabaret. Houghton est apparu dans quelques films et a publié 2 recueils de poésie, en plus d'un livre autofictionnel intitulé The Asylum for Wayward Victorian Girls. Donc, le livre présente un dispositif narratif plutôt complexe et multiple, en superposant au texte des illustrations et des photographies de l'auteur. Donc, je vous ai mis un dessin qu'elle a fait. Ça dit « She happy because she takes Zoloft », qui est un antidépresseur. Donc, le livre raconte en parallèle la tentative d'évasion de 2 Emily internées, une Emily IE, américaine, contemporaine, internée dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide, une Emily Y, enfermée dans une asile britannique à l'ère victorienne. Donc, les albums studio, principalement le plus récent, Fight Like a Girl, qui est paru en 2012, reprennent ces personnages de l'autofiction et tendent à la représentation scénique du projet narratif d'Houghton. Ainsi, le vidéoclip de la chanson éponyme de l'opus se voulait être une amorce du grand projet de la musicienne, soit une comédie musicale qui reprendrait l'intrigue de son livre. Je vais vous montrer un extrait de cette vidéo pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de comment se déploie son imaginaire. Donc, l'histoire, c'est qu'au début du clip, on annonce que les patientes de l'asile doivent participer à un talent show pour faire plaisir aux donateurs et aux dirigeants de l'asile. Donc, on va les chercher dans leur cellule, on les maquille, on les met sur scène. Puis, la scène que je vais vous montrer, c'est la transformation d'Emily, qui, avant d'être lancée sur scène, décide de mener les autres filles à la rébellion.
l'image commence et puis elles se mettent à attaquer tous les hommes. Donc, vous voyez un peu le genre, qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit rapidement que l'esthétique qui est mise de l'avant, c'est celle du burlesque victorien. Le corps et la sexualité sont soulignés. On insiste sur des corps féminins morcelés, le ventre blanc, les cuisses qu'on dénude, les bas qu'on coupe, les petites culottes roses à volant. Mais on le fait pour mettre en évidence et pour déconstruire le male gaze. Donc, on le voit entre autres à la réaction vraiment démesurée des spectateurs masculins. Donc, en juxtaposant les paroles de cet appel à la violence et l'esthétique qui connote une féminité inoffensive, les couleurs pastel, les plumes, etc., Autumn subvertit la nature des images et dénonce la violence sexiste. Donc, la scène où Autumn se maquille est le moment de la rébellion, puis le moment de la réalisation, surtout que le pouvoir n'est pas uniquement du côté des hommes, mais que ces filles ne sont pas aussi impuissantes que ce que l'on répète constamment. On va le laisser passer. Donc, d'abord, un des pouvoirs du groupe de femmes est le nombre. Donc, quand Autumn chante « There are more of us than there are of you », elle parle autant des patientes de l'asile, donc qui sont beaucoup plus nombreuses que les gardiens, que de la population mondiale qui compte 51% de femmes et 49% d'hommes. Donc, l'autofiction qui tend généralement à l'expression d'un destin individuel prend ici des perspectives communautaires et sociales, voire même mondiales. De plus, cet énoncé témoigne de la coexistence de la fiction et de la réalité au sein de l'univers que déploie Autumn, puisqu'il peut être interprété à la fois comme un élément cherchant à faire avancer le récit et comme une critique adressée au monde d'aujourd'hui. Donc, nous arguerons qu'Autumn, tout comme Hotep d'ailleurs, utilise le passé comme cadre narratif parce que ça lui permet à la fois de dépasser les frontières de l'autobiographie ou de l'autofiction, mais également parce que la distance lui permet de critiquer ouvertement notre époque. Avec Fight Like a Girl, Emily Autumn utilise les qualités traditionnellement féminines contre ceux qui leur ont attribuées. Donc ainsi, la beauté et l'innocence féminine deviennent des armes qu'elle retourne contre ceux qui la tiennent captive, tant dans la fiction que dans la réalité. Elle utilise des stratégies rhétoriques pour déstabiliser la domination masculine. Puisque les hommes ne leur accordent pas le droit d'être dangereuses, les internés ne peuvent pas être responsables de leur violence, comme elle l'exprime avec les paroles « Cause if we got no honor, then we got no shame. If it's in self-defense, then we will take no blame. » Leur prétendu asservissement leur donne pour ainsi dire tous les droits. Autumn sert avantage du caractère misogyne de la société victorienne pour faire des parallèles avec les injustices les plus insidieuses et le sexisme ordinaire qui sévit de nos jours. Ainsi, elle profite du sensationnalisme de la violence manifeste employée par les gardiens de l'asile victorien pour mettre en scène une confrontation manichéenne entre hommes et femmes. Cette confrontation, qui devient centrale à toute son œuvre, fait écho à ce qu'elle exprime sur le féminisme, donc sa vision du féminisme. Donc, elle dit « In order to survive as a feminist, one has to assure everyone that equality for women won't take power away from men. It will and it should. » Donc, dans le vidéoclip, on assiste précisément à ce passage du côté du pouvoir, du côté des internés, donc des femmes. Tant le visuel du clip, donc avec des images comme ça, que les paroles, donc Battle Cry, Hostile Takeover, Revenge, tout ça, vont l'établir comme la commandante d'un groupe, toujours au premier plan. Donc la commandante d'une armée de femmes qu'elle va mener à la libération. Si c'est vrai des femmes qui l'accompagnent sur scène, c'est également le cas pour ceux et celles devant qui Autumn performe, ses fans, qu'elle baptise les Plague Rats, les rats porteurs de peste. Ce faisant, elle leur confie une mission, celle de propager sa vision, de poursuivre son combat. Puis l'imaginaire épidémique qui se déploie dans cette nomination-là est évident. Les fans d'Autumn se doivent d'être, comme elle, ingouvernables. Donc l'œuvre d'Autumn joue sur des mécanismes de l'autofiction et brouille la frontière entre la réalité et la fiction. Il ne fait pas de doute qu'Autumn choisit le cadre de l'asile victorien pour mettre en reflet sa propre expérience dans un hôpital psychiatrique. Le personnage d'Emily porte d'ailleurs le numéro de patient W14A, le même qui lui a été assigné à l'artiste pendant son séjour hospitalier, qu'elle s'est fait tatouer sur le bras pour réduire le pouvoir que ce chiffre a sur elle. Son récit, incluant les abus sexuels qu'Emily subit aux mains de son médecin, comporte donc de nombreux éléments factuels. Cependant, c'est le jeu avec la double temporalité qui permet de profiter des pouvoirs qui sont propres à la fiction. Cette part d'imaginaire lui permet de s'échapper hors d'elle-même. C'est quelque chose de déborder de sa propre identité, de prendre le contrôle du rôle qu'elle joue. C'est quelque chose qu'elle va exprimer très tôt dans ses chansons. Donc, elle dit « I'm not a fairy, but I need more than this life. So I became this creature representing more to you than just another girl. » Donc, vraiment, elle dépasse son statut de femme et de fille
pour devenir une espèce de figure d'idéologie combative. Donc, à travers le retour à la fiction, qui rend l'impossible possible, Autumn va investir une signification qui dépasse sa personne réelle. Ça lui permet à la fois de se revendiquer de son statut de survivante, puis à la fois de le dépasser, donc de transposer son besoin de vengeance personnelle en tout un appareil de dénonciation. Puis c'est par la fiction que des thèmes qui lui sont aussi personnels vont acquérir une portée collective. Donc la deuxième artiste dont je vais vous parler aujourd'hui, Hotep Chayama, est la chanteuse et meneuse du groupe de new metal éponyme Hotep. Donc depuis leur entrée dans la scène locale en Californie il y a plus de 15 ans, le groupe a lancé 7 albums studio, dont The Generation Doom est sorti le mois passé. De son côté, Chayama a publié plusieurs recueils de poésie, recueils de nouvelles, en plus d'avoir doublé la voix de certaines créatures dans le film de Hobbit. Donc, même si Chayama évolue au sein d'un groupe, les thématiques et les préoccupations qui font sa poésie sont reprises dans la musique. Les deux pratiques se font écho, puis on voit d'ailleurs comment le band est né, c'est qu'elle est allée voir un producteur, puis elle a amené ses cahiers, puis toute son écriture en disant comment on tourne ça en musique maintenant. Donc, bien que la narration ne prenne pas la même forme que dans l'œuvre d'Emily Autumn, Hotep ne cesse de se mettre en scène en fait dans la musique, qui devient également un espace de fictionnalisation du soi. Le personnage d'Hotep se crée par l'accollement, par répétition de motifs. Plus que par l'élaboration d'un cadre narratif donné. Ainsi, Chayama devient la battante, la vengeresse, la femme incendiaire qui cherche à se faire justice et qui encourage la violence. Elle devient aussi celle qui conduira à la révolution, donc comme Emily Autumn. L'appel aux armes est un motif récurrent dans son univers musical, puis il est présenté de façon plutôt littérale. Je vais vous en montrer un extrait. Donc on a quelque chose de différent d'Emily Autumn. Donc, on voit là, c'est une image qui est pas du tout dans l'ambivalence, c'est une image qui est évidemment violente, d'emblée, puis sans subterfuge. En parlant de l'image de violence que projette la chanteuse, il y a une théoricienne qui s'appelle Amber Clifford Napoleone qui va affirmer que, puis là je vais le dire en anglais, donc Chayama is providing a response to masculine male aggression identified with heavy metal and matching it with aggressive female masculinity. Donc, c'est-à-dire que Chayama utilise les codes du métal, puis l'agressivité qui lui est inhérente, mais que sa posture n'est pas celle des homologues masculins. Sa position est marginalisée parce qu'en plus d'être femme, elle n'est pas typiquement féminine. Elle va dire elle-même, I guess I'm the antithesis of what they embrace as what a woman is, like, you know, tits and ass. Donc, puis ça, c'était en 2005 quand elle avait encore les cheveux longs, là, donc en plus, maintenant qu'elle a les cheveux courts, c'est encore plus évident là, sa masculinité. Donc, Chayama profite de cette position de marginalité pour justement utiliser sa voix pour défendre les individus et les communautés qui sont placés en position de précarité ou de discrimination. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais dans le clip que je vous ai montré, là, son bracelet arc-en-ciel, elle l'a encore ici avec la photo avec la tête de cochon. C'est quelque chose qu'elle a toujours sur elle. Donc, même si les outils, donc les thèmes de la violence, les images violences, les accessoires de scène comme la tête de cochon sont plutôt caractéristiques du type de musique qu'elle va produire, elle valorise une agressivité ou une agression au féminin en tant que contre-mesure, en tant que réponse justement à l'agression masculine. C'est donc avec les outils du maître que Chayama s'attaque à la justice. Dans Men Aside, une chanson qui lui a valu le prix de Psychopath of the Year décerné par un groupe masculiniste, qu'elle a accepté en disant « Thank you very much ». Donc, elle pousse l'affrontement homme-femme vraiment jusqu'à mettre en scène l'élimination complète du genre masculin. Évidemment, comme c'était le cas avec Valérie Solonas, le projet n'est pas à prendre
littéralement, mais joue sur l'exagération, sur l'hyperbole. Chayama avance que sa chanson ne vient pas d'une aide des hommes, parce que ça lui a été reproché d'haïr les hommes. Comme elle est lesbienne en plus, on le disait tantôt, donc il faut toujours se justifier de ne pas aimer les hommes, de mettre en scène des choses comme ça pour dire qu'on aime quand même les hommes. Mais bon, donc d'une haine des agresseurs, qu'elle veut, c'est de là que ça vient, donc elle veut qu'il y ait une revalorisation de la voix des victimes, la voix des femmes victimes, dont elle fait partie elle aussi. Là, donc elle dit, dans cette chanson-là, elle implore toutes les femmes, en fait, qu'elle va nommer comme des girls in the playroom, les housewives, les servants in the workplace, slaves to lies, les brides and breeders. Donc elle va inciter toutes ces classes ou ces types de femmes-là à se lever, à refuser la soumission. Puis c'est encore un appel aux armes. Là, on retrouve encore les paroles Battle Cry, qui s'appuient sur la violence systémique et historicisée contre les femmes, parce que le texte convoque les sorcières de Salem, puis les mutilations génitales. Donc, s'il est évidemment fautif de voir littéralement un appel au génocide, le texte demande de reconsidérer le système qui maintient en place, qui maintient les femmes en position d'infériorité. Il est évident que Chayama tente de se représenter comme l'investigatrice d'une rébellion qui viserait à déconstruire le système oppressif, et ce, à travers l'entièreté de sa discographie. L'emploi de l'impératif dans une majorité de ses chansons la place d'ailleurs en position de commandement. Donc, une autre des stratégies qu'elle va utiliser pour créer son personnage de meneuse, de leader, c'est de s'intégrer au sein d'un réseau de femmes puissantes, soit en s'inspirant de leur image. Donc là, j'ai eu deux exemples. On a une image qui reprend clairement Furiosa dans Mad Max. Puis tout de suite à côté, on a elle en Rosie the Riveter. Donc deux symboles très forts là, de l'affinité forte, justement. Et puis, donc elle s'intègre à cette communauté de femmes puissantes par son image, justement en puisant dans leur imagerie ou en les convoquant dans les textes. Donc j'ai mis les paroles en dessous de Smash de Unveiled, une chanson de 2009, où elle va demander à Ekat, Kali, tout ça, de venir à elle, de lui donner du pouvoir. Mais en plus de les appeler pour leur demander du pouvoir, donc elle tire de l'énergie, c'est sûr, de ces femmes puissantes-là, mais à la fois, elle va s'imposer et s'immiscer dans la généalogie. Elle va dire « I'm the silver spear of Athena, the tongue of Kali ». Donc, elle se met elle-même dans la position d'être une femme puissante au sein de cette communauté de femmes puissantes-là. Dans un monde où toutes les femmes se doivent de respecter certains codes de féminité, où la diversité féminine est sans cesse aplanie, Hotep va offrir à partir de cette sérialisation de femmes fortes un nouveau modèle, surtout une nouvelle place pour les femmes. Et puis les dynamiques collectives et les mécanismes de pression systémique sont centraux à toute son œuvre. L'importance du collectif est notable aussi dans le nom qu'elle donne à ses fans, donc elle les appelle The Tribe. En plus de mettre de l'avant la fonction grégaire et la combativité que Chayama va valoriser chez sa tribu, cette appellation-là fait écho aussi à un passé mythologique, donc dont les symboles puis les thématiques vont offrir un cadre narratif à beaucoup de chansons. Hotep va mettre de l'avant des figures comme le Minotaure ou l'Hydre, qui vont vraiment d'autres créatures démoniaques aussi, pour donner un visage finalement au mal qu'elle veut combattre. Puis elle-même, dans toutes les chansons, elle va dire qu'elle est en train d'aller se battre contre le Minotaure, tout ça. Donc elle se met en position de se battre contre ces créatures-là. La convocation d'un passé mythologique produit justement un effet similaire au code narratif victorien que Emily Houghton va employer, soit celui de renforcer par tout un réseau de signification les dénonciations des artistes. Même si en concert, Hotep privilégie les chansons les plus agressives, les plus typiques et dont les paroles sont plus centrées sur l'injonction, sur l'impératif que sur le narratif. Leurs albums studio vont mettre en valeur une certaine théâtralité qu'on retrouve directement par les effets sonores, par la bande audio. Donc le temps me manque pour explorer plus en profondeur cet aspect-là, mais il me semble important quand même de vous laisser avec un extrait de ce que ça peut donner, justement, cette autre facette-là, qui vient plus du spoken word dans la musique de Hotep, puis qui va vraiment mettre la théâtralité en fait en valeur dans le son. Donc je vais vous laisser avec un petit extrait de ça. Je pense que ça donne quand même le ton de elle-même, c'est ça, devenir des personnages de l'agresseur, les personnages de la victime,
sa voix, elle va la changer, elle va vraiment interpréter plusieurs rôles. Puis c'est toujours pour dépasser justement cette violence-là, puis devenir un peu la toute-puissante, vraiment s'ériger en figure presque divine. Donc c'est ça. Merci.